Alors, on continue avec les probabilités et statistiques. On va discuter certaines distributions de probabilités. Les documents, comme d'habitude, contiennent une information qui est beaucoup plus rigoureuse que le discours que je vous transmets à l'oral. Mais je pense que c'est important pour moi, quand je discute les différentes équations, quand je discute les concepts, d'insister sur ce qui n'est pas visible au niveau, par exemple, mathématique, des choses pour lesquelles j'aimerais attirer votre attention davantage. Alors, si on a une distribution de Bernoulli, c'est assez facile. On a une certaine probabilité qu'un événement binaire se produise. Bon. Au niveau de l'élément binaire, on pourra avoir une probabilité de succès si on considère que 1, c'est un succès. Et on appelle ça tout simplement une distribution de Bernoulli. C'est ce qu'il y a de plus simple. On a une variable binaire et elle a une certaine probabilité d'avoir une valeur 1. Ça va être l'archétype de notre petite variable indépendante qui a juste 2 valeurs. Donc, au niveau de la variable de Bernoulli, l'espérance et la variance sont assez faciles à calculer, mais souvent, la Bernoulli, on va l'utiliser dans un contexte où on va avoir ça comme une brique qui nous permet de construire des trucs plus compliqués. Donc, par exemple, lorsque l'on a des Bernoulli et qu'on les additionne, alors on va avoir une distribution binomiale. Et donc, ça va nous donner, en fait, le succès de la probabilité de succès avec n répétitions. Excusez-moi, le nombre de succès lorsqu'on a n répétitions. Et donc, il n'y a pas seulement n valeurs possibles, il y a n plus 1 valeur possible. C'est important. On pourrait avoir 0 succès jusqu'à n succès. OK? Et la distribution binomiale, c'est quelque chose qui est intéressant un peu plus en pratique. On va avoir des phénomènes qui vont se comporter comme ça. Et au niveau de l'espérance, c'est assez facile. Au niveau de l'espérance et de la variance, c'est assez facile parce que finalement, les Bernoulli qui sont additionnés sont indépendantes. Donc, on a que l'espérance, finalement, si vous avez une probabilité de succès de 10 ça va être que 10 de vos lancers soit un succès. Et puis, au niveau de la variance, tout simplement, la variance est multipliée par n. Bon, ce qui est intéressant, c'est que, éventuellement, lorsqu'on va étudier des sommes de variables, lorsqu'on va combiner des variables, on va plus ou moins rapidement converger vers une loi normale. Et je ne voudrais pas vendre le punch, mais c'est la raison pour laquelle on voit des normales un peu partout. C'est parce que l'univers qu'on observe est souvent le résultat d'une somme de variables discrètes. Quand on fait une somme de variables discrètes, on observe plus le nombre de variables est grand, plus on se rapproche d'une loi normale. Okay? La loi normale va avoir comme paramètre une moyenne et on va avoir la moyenne et son écart type, sa variance. Ce sont les deux seuls paramètres qu'on a besoin si effectivement il s'agit d'une normale. Okay? Là, on a l'équation qui donne la fonction de probabilité. Les propriétés des normales sont assez importantes. Les probabilités des normales sont assez importantes. C'est ce que vous appelez la courbe en cloche. Et étant donné qu'au niveau de la normale, on a juste 2 paramètres, vous allez voir, c'est pour ça qu'on va utiliser, par exemple, une code Z que je vais introduire tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'on change la moyenne, on va déplacer la courbe de gauche à droite ou de droite à gauche. Et lorsqu'on change la variance ou l'écart type, on va aplatir ou étirer la courbe.
mais la courbe a toujours exactement la même forme et c'est une distribution qui, en principe, continue à l'infini à droite et à l'infini à gauche. Bon, j'aurais pas dû dire en principe, la loi normale continue à l'infini à droite et à l'infini à gauche. Tous les événements, aussi négatifs ou aussi positifs soient-ils, ont une certaine probabilité d'arriver. La raison pour laquelle j'ai fait l'erreur, j'ai dit en principe, c'est que lorsqu'on va utiliser une loi normale pour approximer quelque chose qui n'est pas parfaitement normal, ou par exemple, si c'est le résultat d'une somme de binomiales, ben c'est au niveau des extrémités de la cloche qu'on va constater des erreurs qui sont vraiment significatives. Donc, quand on augmente beaucoup au niveau positif ou lorsqu'on diminue beaucoup au niveau négatif, c'est ce que vous avez, c'est l'approximation d'une normale. C'est souvent au niveau de ces valeurs-là que l'erreur va être la plus significative. Que vous allez avoir, par exemple, un taux d'erreur qui est, le système vous dit ça arrive une fois sur 1 million, puis la réalité, c'est que ça arrive jamais, ou que ça arrive une fois sur 1000. OK? Donc, la fameuse code Z, finalement, nous donne ici, en fonction de l'écart type, les différentes probabilités. Et j'arrive jamais à les retenir par cœur, mais on peut, si on veut, par exemple, avoir une fenêtre de 95%, se limiter à 1,96 écart type, peu importe la loi normale. Donc là, ici, vous avez le 1,96 écart type. Finalement, si on divise la loi par l'écart type et qu'on soustrait la moyenne, on va toujours avoir cette courbe-là. Donc, toutes les lois normales, si on soustrait la moyenne et on divise par l'écart type, on va obtenir cette courbe-là. Et quand on obtient cette courbe-là, on est capable d'évaluer les probabilités. Et quand je vous disais, par exemple, que 2 écarts types, on arrive à un peu plus que 95%, c'est peut-être pas suffisant. Et que dans certains cas, les gens sont allés jusqu'à 6 écarts types. Vous voyez ici que 6 écarts types, la probabilité qui est couverte, c'est presque 100%. Le théorème qui dit qu'on s'approche d'une normale, ça s'appelle le théorème central limite. C'est un théorème qui se vérifie là, vraiment en pratique. OK? Le théorème, c'est un théorème qui est universel. Le théorème dit qu'on va toujours s'approcher d'une normale, mais toujours, ça ne dit pas à quelle vitesse. OK? Sauf que vous allez être surpris de voir que dans bien des cas, on s'approche d'une normale assez rapidement. Par exemple, si on regarde des binomiales et qu'on prend des échantillons, disons, on va se rendre compte assez rapidement que lorsqu'on somme les éléments, la somme va très rapidement avoir un comportement normal. Bon, ici, ce que vous voyez, ça a plutôt l'air d'un pic que d'une belle courbe gaussienne ici. Hein? Mais la réalité, c'est que le pic à droite est beaucoup plus proche d'une loi normale. C'est parce que, étant donné qu'on avait plus d'éléments à sommer, on a deux phénomènes qui se produisent. C'est qu'on va se retrouver à être plus proche de la moyenne et plus proche d'une normale. Alors, la courbe qui est ici avec 512 exemples, si vous la transformez en code Z, en soustrayant la moyenne et divisant par l'écart type, va être beaucoup plus proche d'une normale qu'ici avec seulement 31 exemples. C'est probablement pour ça que beaucoup d'éléments humains suivent des lois normales. Je vois mal comment la grandeur de quelqu'un pourrait être quelque chose qui est vraiment complètement continu, étant donné la nature discrète du code génétique. Il y a des éléments environnementaux qui pourraient avoir un impact continu. Je ne sais pas, moi, si on vous pousse sur la tête pendant que vous êtes en pleine croissance, plus ou moins, peut-être que vous allez être plus ou moins grand. Bon, je fais une blague ici, mais la réalité, c'est que le phénomène qui est vraiment très, très, très important ici, c'est probablement un phénomène génétique. Et
lui, ne peut pas être continu, ça ne peut être que discret. Bon, peut-être que mon exemple n'est pas parfait. Peut-être que si vous connaissez mieux que moi la génétique et la croissance, vous allez me dire que je me trompe. Mais j'espère que l'exemple vous fait comprendre que on va souvent avoir des cas où on va additionner des trucs qui sont discrets et que, en apparence, la valeur qu'on obtient va se comporter quelque chose comme qui est normal. Vous voyez ici le graphique plus en détail. Bon, ce qui va peut-être être nouveau pour vous, ce qui va certainement être nouveau pour vous, j'ai l'impression, c'est les normales multivariées. Parce que en sciences des données, la raison pour laquelle je dis que c'est une excroissance des statistiques, c'est que en fait, on va s'attaquer à faire des statistiques sur des problèmes qui sont beaucoup plus complexes, par exemple avec beaucoup plus de dimensions, okay, que ce qu'on fait normalement avec la moyenne d'un groupe d'étudiants, la grandeur moyenne ou des choses comme ça. Et là, on va se retrouver avec plein de variables, toutes sortes de corrélations, etc. Et on pourrait, par exemple, avoir une tonne de variables qui vont se comporter de façon normale, mais de façon normale tout ensemble. OK? Et il y a beaucoup de façons de se comporter normal en groupe, si vous me permettez l'expression. OK? Et là, on a une belle équation pour la normale qui nous donne la loi de probabilité pour une normale multivariable. Mais je pense que l'important ici, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Bon, une normale est définie par sa moyenne et sa variance. Ben, ici, on ne pourra pas parler uniquement de la moyenne et de la variance de chacune des variables. OK? Si vous regardez ici cette loi normale-là en deux dimensions, ce qu'on a, c'est que les valeurs forment un ellipsoïde, un espèce de nuage ellipsoïde qui a une certaine orientation. Et quand on marginalise chacune des deux variables, chacune de ces variables-là se comporte toute seule, marginalisée, comme une loi normale. Mais ce n'est pas suffisant pour décrire en général, lorsque vous avez beaucoup de dimensions, OK? En général, avec beaucoup de dimensions, ce n'est pas suffisant. La loi normale va être définie par un vecteur de moyenne, oui, c'est bien le cas. On aura un vecteur de moyenne et donc on aura la moyenne pour chacune des variables. Mais lorsqu'il s'agit de la variance, lorsqu'on va augmenter le nombre de dimensions à plus que 2, il va y avoir une explosion du nombre de possibilités. On pourrait avoir davantage, si vous voulez, de covariance ou de corrélation entre certaines paires de variables. Et on a une explosion en quadratique du nombre de possibilités qui fait que lorsque l'on va parler d'une normale multivariable, la moyenne se comporte de façon assez triviale. On aura la moyenne de chacun des éléments, donc c'est un vecteur. Mais les corrélations entre les variables peuvent être de n'importe quelle sorte et on aura donc une matrice de covariance. La matrice de covariance va nous donner finalement la variance entre chacune des paires de variables. La seule économie qu'on a pour dire que c'est pas quadratique complètement, mais qu'on va comme diviser par 2, c'est que évidemment, la covariance entre x2 et x3 est la même que la covariance entre x3 et x2. On aura donc une matrice symétrique. Une chose importante, c'est que la diagonale va nous donner l'information marginale. OK? Donc, on pourra très facilement, lorsqu'on a une loi normale multivariable, isoler une seule variable. Bon, la moyenne de la variable 7, c'est la position 7 du vecteur de moyenne. Et la variance de la variable 7, c'est la position 7,7 de la matrice de covariance. Regardez ici, je vous donne deux exemples où on a généré un nuage de points avec 5000 échantillons qui ont été générés avec une loi normale, une loi qui est réellement une loi normale. OK?
Et ces points-là ont été générés, forment une espèce d'ellipsoïde. Dans ce cas-là, c'est un ovale. Et même si il n'y a pas de point à l'extérieur de l'ovale, c'est tout simplement parce que les probabilités d'une normale diminuent de façon exponentielle quand on s'éloigne. OK? Et ici, s'éloigner, c'est dans les différents axes. Vous voyez qu'il y a plus de variance dans cette direction-là que dans cette direction-là. C'est quelque chose qui va revenir. OK? Et la matrice que vous avez ici en bas, la matrice de covariance, elle va nous indiquer beaucoup d'informations sur la distribution. Ce que vous voyez avec la matrice de covariance, c'est que, premièrement, la diagonale contient des valeurs qui sont très différentes. Pour le graphique de gauche, on a 10 et 2. Et donc, une des variables, lorsque prise seule, a beaucoup plus de variance que l'autre. Et lorsqu'on regarde l'ellipsoïde, ça veut dire qu'il va être écrasé. OK? Le fait qu'on ait des valeurs non nulles à l'extérieur de la diagonale, ça va nous indiquer qu'il y a une dépendance entre les variables. Et donc, que l'ellipsoïde, ce n'est pas tout simplement quelque chose qui va suivre les axes. Vous remarquez à droite que le graphique est beaucoup moins écrasé puisque la variance des variables indépendantes est de 1 et 2. Donc, 1 et 2. Donc, on a seulement 2 fois plus de variance dans une direction que dans l'autre, ce qui va allonger moins notre ellipse. Et l'orientation de l'ellipse n'est pas la même. Bon, l'orientation de l'ellipse, on va le voir, ça a rapport avec les vecteurs propres de cette matrice-là. Mais pour le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'exemple à 2 dimensions, les choses sont relativement simples. On a seulement une covariance, la covariance entre x et y ou entre x1 et x2. Et donc, on a seulement une valeur, mais lorsqu'on aura une multivariable avec plus de dimensions, là, on a une explosion des possibilités de corrélation entre les variables ou de covariance entre les variables. Ici, on a justement l'exemple dont je parlais. Lorsque les variables sont indépendantes, il n'y a pas de corrélation entre l'axe des x et l'axe des y ici. Donc, si vous les appelez x1 et x2, il n'y a pas de corrélation entre x1 et x2. Tout ce qu'on a, c'est que une des variables varie plus que l'autre et c'est tout. Avec un nuage comme ça, si je vous dis que vous êtes plus à droite ou plus à gauche, ça ne vous indique pas si vous êtes plus en haut ou plus en bas. Si vous me permettez de revenir au graphique précédent, dans le graphique précédent, si vous êtes plus à droite, dans le graphique de gauche ici, si vous êtes plus à droite, vous êtes plus en haut. Si vous êtes plus à gauche, vous êtes plus en bas. Ici, au contraire, si vous êtes plus à gauche, vous êtes beaucoup plus en haut, et si vous êtes plus à droite, vous êtes beaucoup plus en bas. OK? Dans le graphique ici, où il n'y a pas de corrélation, et donc où on a que les diagonales sont à 0, quand on se déplace de gauche à droite, on n'aura pas une montée ou une descente. Même chose ici. Évidemment, si les deux distributions ont la même variance, vous allez avoir une espèce de nébuleuse circulaire.